Le matin d'octobre arriva avec cette mélancolie typique de Paris que je connaissais depuis des décennies. Depuis les fenêtres de mon appartement dans le 14e arrondissement, j'observais les feuilles dorées du platane danser avec le vent froid, créant un tapis qui serait bientôt balayé par les employés de la mairie. À 68 ans, je contemplais pour la dernière fois la vue qui m'avait accompagnée pendant plus de 30 ans de ma vie. Mon fils Julien avait tant insisté pour le déménagement à Vincennes que j'avais fini par céder, même en sentant que je perdais plus que je ne gagnais. « Ce sera mieux pour vous », répétait-il, « plus moderne, avec ascenseur. » J'acquiesçais simplement, ajustant mon foulard de soie, me souvenant des leçons de mon enfance en Bretagne sur la façon de garder son calme, même lorsque le cœur se brise en silence. Julien entra dans l'appartement, accompagné de Claire, sa femme depuis 5 ans, annonçant que les déménageurs étaient arrivés. Claire se déplaçait dans la maison avec une efficacité presque militaire, séparant mes affaires dans des cartons soigneusement étiquetés. À emporter, à donner, poubelle. Je l'observais discrètement, remarquant comment elle évitait de me regarder directement dans les yeux. Une habitude qu'elle avait chaque fois qu'elle était déterminée à imposer sa volonté. L'appartement à Vincennes était meublé, disait-il. Donc, je n'aurais besoin d'emporter que l'essentiel. Mais qui définissait ce qui était essentiel dans ma vie? Apparemment, ce n'était pas moi. Je sentis une oppression dans ma poitrine en voyant mes souvenirs classés comme s'il s'agissait de marchandises dans un inventaire froid et impersonnel de mon existence. J'étais en train d'organiser mes livres quand j'entendis le bruit sec du couvercle de la poubelle de l'immeuble claquer dans la cour intérieure. Mon cœur s'emballa pour une raison que je ne parvenais pas encore à expliquer. Je courus jusqu'à la fenêtre et vis Claire monter les escaliers les mains vides, une expression de satisfaction sur le visage. Quelque chose en moi cria danger. Je dévalai les 3 étages en courant, mes jambes tremblant plus d'émotion que d'efforts physiques. Dans la cour, je trouvai la confirmation de mes pires craintes. Une enveloppe cartonnée, jaunie par le temps, jetée parmi des restes de nourriture et des emballages vides. Je reconnus immédiatement cette enveloppe. C'était là que je gardais mes photographies les plus précieuses, les images qui racontaient l'histoire de ma vie, de mes moments les plus importants et les plus chers. J'ouvris l'enveloppe de mes mains tremblantes, et elles étaient là. La photo de moi, à 20 ans sur les falaises d'Étretat, les cheveux au vent, et le sourire de celle qui croyait que le monde entier était à sa portée. Mon image radieuse de mariée, à l'église Saint-Sulpice, aux côtés de mon cher Henri. Julien faisant ses premiers pas au jardin du Luxembourg, tandis que je l'encourageais de mots doux, des moments uniques de toute une vie, des souvenirs inestimables et irremplaçables. Claire avait jeté mon histoire personnelle comme si c'était des déchets ordinaires, sans même me consulter. Le manque de respect était si profond que j'eus l'impression d'avoir reçu une gifle à l'âme. Ces images étaient mon identité visuelle, ma preuve que j'avais vécu, aimé, été heureuse, élevé un fils, construit une famille. J'embrassai l'enveloppe contre ma poitrine, sentant les larmes chaudes contraster avec le froid mordant de l'automne parisien. Là, dans cette cour sombre entre de vieux immeubles, quelque chose se brisa irréparablement en moi. Il ne s'agissait pas seulement de photographies jetées à la poubelle. Il s'agissait d'être traité comme un fardeau, un objet à déplacer sans droit de parole ni de choix. Claire avait franchi une ligne invisible, mais fondamentale, celle du respect élémentaire de ma dignité en tant que personne, en tant que belle-mère, en tant que femme qui avait consacré des décennies de sa vie à la construction d'une famille. Je remontais lentement vers l'appartement, serrant fermement mes souvenirs retrouvés. De l'extérieur, je gardais le calme que j'avais appris dans mon enfance. Mais à l'intérieur, une tempête silencieuse commençait à se former, promettant des changements que personne n'attendait. Le reste de la journée passa dans un étrange brouillard. Je fis semblant de normalité pendant que nous terminions le déménagement, saluais les voisins venus me dire au revoir, remerciais les déménageurs avec la politesse typique d'une dame parisienne bien élevée.
Mais mon esprit n'arrêtait pas de répéter la scène de l'enveloppe à la poubelle. Claire parlait avec enthousiasme des avantages du nouvel appartement, faisant des plans pour optimiser ma nouvelle vie, sans même imaginer que j'avais découvert son acte de manque de respect. Pendant tout le trajet en métro jusqu'à Vincennes, je gardais les photographies protégées, à l'intérieur de mon sac, comme si c'était des reliques sacrées. En arrivant à l'appartement qui serait ma nouvelle maison, je regardais autour de moi et me demandais si je commençais vraiment un nouveau chapitre de ma vie, ou si j'étais enterrée vivante dans une tombe moderne et bien décorée par d'autres. L'appartement de Vincennes était exactement comme il l'avait bien me promis, moderne, fonctionnel et complètement sans âme. Les murs blancs reflétaient une froideur que je sentais pénétrer mes os, même avec le chauffage allumé. Claire avait pris le contrôle total de l'organisation de mes affaires, plaçant mes objets aux endroits appropriés, selon sa vision. Une petite étagère dans le coin de la chambre pour mes livres les plus importants, 2 tiroirs de la commode pour mes sous-vêtements et quelques pièces basiques, un petit coin dans l'armoire de la cuisine pour ma porcelaine spéciale. Tout était très organisé, très efficace, très impersonnel. Il faut s'adapter au 21e siècle, belle maman, disait-elle avec ce sourire forcé qu'elle utilisait quand elle voulait paraître affectueuse. Cette accumulation d'objets anciens n'est saine pour personne, surtout à votre âge. Je passais mes matinées assise dans le fauteuil près de la fenêtre, observant le mouvement constant de la rue de Fontenay. Je voyais d'autres personnes âgées marcher avec leurs cannes élégantes, promener leurs petits chiens, acheter du pain à la boulangerie du coin, avec la familiarité de ceux qui appartiennent à cet endroit. Elles semblaient avoir un but, de la dignité, une raison de se réveiller chaque matin. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre existence, une présence tolérée, mais pas vraiment désirée. Les heures s'étiraient lentement entre le petit déjeuner silencieux, la lecture de quelques chapitres de mes livres sauvés et les courtes promenades dans le quartier, toujours en rentrant à la maison, avant que Claire n'arrive du travail. La solitude avait un goût amer que j'avalais avec ma tisane de camomille tous les après-midi. Julien me rendait visite 2 fois par semaine, toujours pressé, répétant comme un mantra qu'il avait fait « la bonne chose » en me faisant déménager ici. Il arrivait avec des fleurs bon marché du supermarché et passait environ 1 heure avec moi, regardant constamment sa montre. Claire préparait du thé aux herbes et parlait longuement des avantages de la vie minimaliste, comme si elle était en train de domestiquer un enfant têtu qui refusait d'accepter les règles des adultes. « Vous verrez comme c'est libérateur de vivre sans tant de choses inutiles », répétait-elle, tandis que je feignais l'intérêt pour ses théories sur l'organisation et le bien-être. À l'intérieur, une rage sourde grandissait, à chaque commentaire condescendant, à chaque décision prise sur ma vie sans ma participation, à chaque fois que j'étais traitée comme un problème à gérer. Ce fut au cours d'une de ces après-midi silencieuses et mélancoliques que je décidai d'organiser mes documents personnels. Je sentais que je devais mettre de l'ordre dans les papiers, peut-être faire un testament, tout préparé pour quand je ne serais plus là pour déranger personne. En fouillant dans le dossier où je gardais contrats, certificats et autres documents importants, mes doigts touchèrent une grosse enveloppe du notaire de Paris que je ne me souvenais pas avoir gardée là. C'était un papier officiel, avec ses sceaux et tampons typiques des documents notariés français. Quand je l'ouvris, je n'en crus presque pas mes yeux. Là se trouvait le reçu d'achat de l'appartement de Vincennes, acquis 15 ans plus tôt comme investissement, avec mon défunt mari, Henri. À l'époque, nous avions décidé que ce serait un bon placement pour l'avenir, une garantie pour nos années d'or. Après la mort d'Henri, j'avais complètement oublié cette propriété, laissant tout entre les mains de l'administrateur d'immeubles qui s'occupait des loyers et de l'entretien. Mon esprit était tellement envahi par la douleur de la perte et les responsabilités du deuil que cet investissement avait simplement disparu de ma conscience active. Mais là se trouvait la preuve incontestable. L'appartement était enregistré à mon nom.
Claire et Julien n'étaient pour ne pas les propriétaires généreux qui m'avaient accueilli dans leur infinie bonté. Ils étaient en réalité locataires de ma propre propriété. L'ironie de la situation était si intense qu'elle faillit me faire rire aux éclats. Pendant tous ces mois, je m'étais sentie comme une réfugiée dépendante de la charité familiale, alors qu'en réalité, c'était moi qui offrais un abri. Le pouvoir avait changé de main sans que personne ne s'en rende compte, surtout Claire avec ses airs de propriétaire contrôlant chaque détail de la maison. Je pliais le document avec soin, mes mains ne tremblant plus comme ces derniers mois. Pour la première fois depuis le déménagement, un sourire sincère effleura mes lèvres. J'avais appris dans mon enfance en Bretagne que la mer la plus calme cache souvent les courants les plus forts et les plus dangereux. Pendant des années, je m'étais comportée comme la belle-mère polie et soumise, avalant les manques de respect et acceptant les décisions imposées sur ma vie. Mais cette découverte changeait complètement la donne. Maintenant, j'avais quelque chose que Claire n'attendait pas. Un pouvoir réel, documenté, légalement incontestable. Je rangeais le papier en lieu sûr et commençais à planifier soigneusement mon prochain mouvement. Je ne serais ni précipitée ni émotionnelle. Je serais stratégique, calculée, définitive. Après tout, une femme bretonne de 68 ans n'arrive pas là sans apprendre quelques leçons précieuses sur la patience et le timing parfait. L'occasion parfaite arriva un jeudi pluvieux de novembre. Claire était dans le salon, réorganisant une fois de plus mes objets personnels, décidant cette fois que certains de mes livres classiques prenaient une place inutile. Je l'observais quelques minutes en silence, la voyant manipuler mes exemplaires de Proust et de Simone de Beauvoir avec la même indifférence qu'elle mettrait à séparer de vieux magazines pour le recyclage. « Belle maman, vous avez vraiment besoin de tant de livres ? De nos jours, tout est disponible sur Internet, » dit-elle, empilant mes premières éditions comme s'il s'agissait de papier ordinaire. C'est à ce moment-là que je décidai d'agir. Je marchai jusqu'à ma chambre à pas mesurés, ouvris le tiroir où j'avais gardé le document du notaire et revins au salon. Claire poursuivait sa tâche de optimisation, complètement inconsciente de ce qui allait arriver. Je m'approchai d'elle et lui tendis le papier plié. « Claire, j'ai besoin que vous lisiez ceci, » dis-je d'une voix calme qui contrastait avec la tempête que je ressentais à l'intérieur. Elle prit le document sans grande importance, pensant probablement que c'était un autre vieux papier que je voulais montrer. Quand ses yeux parcoururent les premières lignes, je vis son expression changer radicalement. La couleur quitta son visage, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle dut s'appuyer sur la table pour ne pas vaciller. Elle lut encore une fois, puis une autre, comme si les mots pouvaient la changer de sens à chaque lecture. « Ça ne peut pas être vrai !» murmura-t-elle, sa voix sortant comme un murmure étranglé. « L'appartement est à votre nom ?» J'acquiesçais lentement, savourant chaque seconde de ce moment de révélation. Enfin, Claire voyait la réalité nue et crue. Elle n'était pas la bienfaitrice qui me donnait un abri, mais la locataire vivant gratuitement dans la propriété de sa belle-mère. Elle s'assit lourdement sur le canapé, le papier tremblant entre ses mains. Pendant de longues minutes, nous restâmes dans un silence absolu, seul le bruit de la pluie frappant les fenêtres remplissant l'espace entre nous. Je pouvais presque entendre ses pensées se réorganiser, essayant de digérer cette information qui bouleversait toute la dynamique que nous avions établie. « Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» demanda-t-elle finalement, sa voix chargée d'un mélange de choc et de ce qui pouvait être interprété comme de la culpabilité. « Parce que j'avais oublié, » répondis-je simplement. Après la mort d'Henri, tant de choses sont restées derrière moi. Mais certaines découvertes arrivent au bon moment. Elle me regarda alors avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était du respect, mêlé de peur, de la reconnaissance, mêlé de honte. Pour la première fois depuis que nous nous connaissions, Claire me voyait vraiment. À ce moment,
Julien arriva du travail, secouant son parapluie mouillé et saluant joyeusement comme il le faisait toujours. Mais il s'arrêta au milieu du salon, en percevant la tension dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, regardant alternativement ma personne et sa femme pétrifiées sur le canapé. Claire lui tendit simplement le document, incapable de former des mots. Quand Julien lut, sa réaction fut encore plus intense que celle de sa femme. Ses jambes fléchirent et il se laissa tomber dans le fauteuil, le papier glissant de ses mains. « Maman, nous ne savions pas, » balbutia-t-il, sa confiance habituelle ayant complètement disparu. « Comment est-ce possible ?» J'expliquai calmement l'investissement que j'avais fait avec son père, comment j'avais oublié, après le deuil, comment la vie nous offrait parfois des surprises quand nous nous y attendions le moins. Le salon fut enveloppé d'un silence dense, chargé d'implications qu'aucun de nous n'osait encore verbaliser. Claire finit par retrouver sa voix, mais c'était une version complètement différente de la femme confiante que je connaissais. « Belle maman, je m'excuse. Si j'avais su que… » Mais je levai la main, interrompant ses mots. « Ce n'est pas une question de savoir ou de ne pas savoir, Claire. C'est une question de respect. Même si cet appartement était le vôtre, même si j'étais complètement dépendante de votre générosité, jeter mes photographies à la poubelle a été un acte cruel et inutile. » Ses larmes commencèrent alors à couler, des larmes qui semblèrent sincères pour la première fois. « Je sais que j'ai eu tort, » murmura-t-elle. « J'étais tellement concentrée sur l'organisation de tout, sur le fait de faire les choses à ma façon, que j'ai oublié que ce n'était pas seulement des objets. C'était vos souvenirs. » Julien resta silencieux, traitant probablement non seulement la découverte de la propriété, mais aussi la révélation du comportement de sa femme que je ne lui avais jamais mentionné. Pendant de longues minutes, je les laissais absorber complètement la nouvelle réalité. Il ne s'agissait pas seulement de la possession d'un appartement, il s'agissait de pouvoir, de respect, de dignité et de la dynamique familiale qui s'était établie sur de fausses prémices. Claire avait agi comme une propriétaire généreuse, prenant des décisions unilatérales sur ma vie et mes affaires. Julien s'était comporté comme le fils responsable qui s'occupait de sa mère âgée, et j'avais accepté le rôle de dépendante reconnaissante, avalant les humiliations en silence. Mais maintenant les cartes étaient sur la table, révélées dans toute leur complexité. « Allons dîner », dis-je finalement, me levant avec une dignité retrouvée. « Demain, nous discuterons de la façon dont nous allons procéder à partir de maintenant. Pour l'instant, je vais préparer un bœuf bourguignon. Je crois que nous avons tous besoin d'un repas consistant après une journée si éclairante. » Et je marchais vers la cuisine, les laissant seuls digérer non seulement la découverte, mais aussi leur propre conscience. Le dimanche suivant, je préparais un déjeuner comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Je me levais tôt, allais au marché de Vincennes et achetais les meilleurs ingrédients. De la viande de bœuf de première qualité pour le bœuf bourguignon, du vin rouge du Val-de-Loire, des pommes fraîches pour la tarte traditionnelle que j'avais apprise de ma mère en Bretagne. La cuisine se remplit des arômes familiers qui m'apaisaient tant, des épices qui racontèrent des histoires de générations passées. Pendant que je cuisinais, je me sentis vraiment chez moi pour la première fois depuis le déménagement. Claire et Julien arrivèrent ponctuellement à midi, tous deux visiblement nerveux, ne sachant pas exactement à quoi s'attendre. La tension était palpable lorsqu'ils s'assirent à la table soigneusement dressée avec ma porcelaine spéciale, celle que Claire avait tenté de ranger pour ne pas la casser. « Merci d'être venu », dis-je, servant le vin avec l'élégance que j'avais apprise des décennies auparavant. « Nous devons parler. » Nous mangeâmes les premières minutes en silence, seul le bruit des couverts sur les assiettes remplissant l'ambiance. Je pouvais voir qu'ils attendaient tous les deux que je prenne l'initiative, que je définisse les nouvelles modalités de notre cohabitation.
Vous pouvez continuer à vivre ici, dis-je finalement, voyant le soulagement instantané sur leur visage. Mais il y a des conditions qui sont non négociables. Claire déglutit, ses mains tremblant légèrement en tenant son verre de vin. Premièrement, mes décisions concernant ma vie m'appartiennent. Deuxièmement, mes effets personnels ne seront ni touchés, ni réorganisés, ni jetés sans ma permission expresse. Troisièmement, je veux un respect élémentaire en tant que personne, en tant que belle-mère, en tant que propriétaire de cette maison. Julien tenta de parler, mais je levai la main poliment. Je n'ai pas encore terminé. Ma voix restait calme, mais chargée d'une autorité que j'avais oublié posséder pendant tous ces mois difficiles. « Claire !» poursuivis-je, regardant directement ma belle-fille dans les yeux. « Vous avez jeté mes photographies à la poubelle, comme s'il s'agissait de vieux papiers. Ces images représentaient 60 ans de ma vie, des moments qui ne reviendront jamais, des personnes que j'aime et qui sont parties. » Elle baissa les yeux, les larmes commençant à couler silencieusement sur ses joues. « Je sais que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Je crois que vous essayez sincèrement de m'aider à simplifier ma vie. Mais vous avez franchi une ligne fondamentale en décidant ce qui était important dans mon histoire, sans même me consulter. » Julien trouva enfin le courage de parler. « Maman, nous ne savions vraiment pas pour l'appartement. Si nous avions su... » « Cela n'a pas d'importance, » l'interrompis-je doucement. « Même si cet endroit était entièrement le vôtre, même si je dépendais totalement de votre charité, je mériterais quand même une dignité élémentaire et le respect de mes souvenirs. » Je servis la tarte aux pommes, encore tiède, l'arôme sucré contrastant avec l'atmosphère dense de la conversation. « Je veux que vous compreniez une chose. Je ne fais pas cela par vengeance ou par soif de pouvoir. Je le fais parce que j'ai appris, à 68 ans, qu'accepter le manque de respect en silence ne fait pas de moi une meilleure personne, ou plus noble. Cela me rend invisible. » Claire leva enfin le visage, ses yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Belle maman, comment puis-je arranger cela? Comment puis-je regagner votre confiance ?» Sa question sembla sincère, venant d'un lieu de véritable regret. « En commençant par me voir comme une personne à part entière, » répondis-je. « Non pas comme un problème à gérer, non pas comme une personne âgée qui doit être protégée d'elle-même, mais comme une femme avec une vie riche en expérience, avec des opinions valables et avec le droit de prendre ses propres décisions, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. » Dans les semaines qui suivirent, la dynamique de la maison changea complètement. Claire commença à me demander avant de déplacer quoi que ce soit, aussi petit que ce fût. Nous commençâmes à cuisiner ensemble le dimanche, et elle montra un intérêt sincère à apprendre les recettes traditionnelles que j'avais héritées de ma famille. Julien commença à venir non par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment être là, conversant sur des sujets qui allaient au-delà de mes prétendus problèmes de santé ou de mes besoins pratiques. L'appartement cessa d'être un lieu de passage et redevint un foyer, un espace où j'avais une voix active et une présence respectée. Claire évitait encore parfois le contact visuel direct, portant le poids de la culpabilité pour ce qu'elle avait fait. Mais maintenant, elle m'écoutait vraiment quand je parlais. Et quand elle exprimait ses opinions, elle le faisait avec respect, comme une conversation entre égaux, non comme des instructions d'un adulte à un enfant désorienté. Et les photographies? J'ai fait encadrer les plus spéciales, et je les ai accrochées au mur du salon, où elles auraient toujours dû être. Chaque matin, quand je prends mon café, je vois le visage jeune et radieux de la femme que j'étais sur les falaises d'Étretat. Je me souviens de l'amour que j'ai partagé avec Henri. Je revis la joie de voir Julien grandir. Ces images ne sont pas seulement une décoration, elles sont les témoins silencieux d'une vie pleinement vécue, d'une femme qui a aimé, perdu, lutté et est restée debout. Claire les regarde parfois, surtout la photo de mon mariage,
Et je crois qu'elle comprend enfin ce qu'elle a failli détruire ce jour de déménagement. Ce n'étaient pas seulement de vieilles photographies prenant de la place. C'étaient des morceaux de mon âme, des fragments de mon identité qu'elle avait tenté d'effacer. Aujourd'hui, je réorganise ma vie avec une dignité retrouvée, sachant que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui nous appartient vraiment et mérite d'être préservé.